Bonjour à tous. Merci à Dany, merci à l'équipe de Technique Textile et à vous tous de nous recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là. Ça nous fait très chaud au cœur que vous nous preniez un petit peu de temps pour écouter justement les retombées de cette étude-là, que c'est sûr, on est un petit peu biaisé, mais qu'on trouve fort intéressante, fort pertinente. Donc, on va vous présenter l'étude Repenser nos chaînes industrielles pour une économie forte et résiliente. En ce qui me concerne aujourd'hui, c'est une 50e conférence que je donne dans les dernières années. 5000 leaders d'opinion, donc je suis très content d'atteindre ce milestone-là et c'est grâce à vous que je peux l'atteindre aujourd'hui. On est passé dans nos dernières conférences, dans les dernières années, d'Obama à Trump. On est passé des enjeux d'accords de libre-échange à l'humain au cœur de la quatrième révolution industrielle. On est passé de la substitution des importations manufacturières à la COVID. Donc, on se promène beaucoup dans les sujets, dans les réalités. Mais une chose est sûre, repenser nos chaînes industrielles pour une économie forte et résiliente et pas moins pertinente que toutes les autres et tout autant pertinente également pour l'industrie des textiles techniques. Donc, on est très content de pouvoir vous présenter aujourd'hui. Notre étude se veut, à certains égards, une continuité de nos travaux passés, justement. Il y a certains peut-être qui ont entendu parler d'une étude qu'on avait réalisée en 2018 qui s'appelait la substitution des importations manufacturières, justement, où on avait identifié des filières, des opportunités de fabrication locale. Aujourd'hui, avec le contexte qu'on a vu dans les derniers mois, presque la dernière année maintenant, on a réalisé qu'on était dans un point d'inflexion. Dans le contexte qui était actuel, qui était favorable à ces tendances-là qu'on va vous parler, on a jugé bon de sélectionner 10 filières. Puis il y en a peut-être d'autres, il y en a certainement d'autres même, mais c'est les 10 qu'on a choisis à surveiller. Des filières, soit des filières d'avenir avec un très fort potentiel, d'autres filières qui étaient plus vulnérables, plus menacées, mais dans tous les cas, des filières stratégiques. On se rappellera en 2019, avant même la COVID, que l'économie était à son apogée. Tout allait bien, tout était dans le vert, c'était comme sur des roulettes. Puis en mars 2020, disons qu'on est tombé d'assez haut, de très, très haut même, ce qui nous a amené à vouloir absolument amener une certaine contribution en s'appuyant sur nos travaux qu'on avait déjà réalisés, étant donné la proximité des thématiques. On a amené ces travaux-là à un autre niveau. On a changé l'approche un petit peu, mais on a bâti sur l'existant. Puis, on a fait en sorte de mettre à jour nos études puis nos réflexions pour s'adapter au contexte qu'on vit aujourd'hui. La résolution de la crise va se faire de manière soit rapide ou courte. Il y a plusieurs scénarios de relance avec toutes les lettres possibles, là. Je ne les nommerai pas tous. Ça, Jean pourrait tous vous les nommer, mais disons qu'on passe à travers l'alphabet au complet. Mais dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que personne ne va en sortir inchangé de la crise qu'on a vécue, qu'il s'agisse de citoyens, d'entreprises, d'administrations publiques ou de toutes sortes de réalités. Ce qu'on sait, c'est que ça va nous avoir, pour certains, amoché, pour d'autres, simplement changé. Donc, individuellement comme collectivement, on a été déstabilisés par ces vulnérabilités-là qui étaient pour la majorité insoupçonnées. Puis, ça va nous avoir amené plusieurs prises de conscience à plusieurs niveaux. Puis on va regarder ça un petit peu de plus près dans le cadre de l'étude, dans le cadre de la présentation. Au niveau économique, c'est surtout au niveau de la sécurité économique que la prise de conscience de nos fragilités au niveau des approvisionnements s'est faite. La prise de conscience de l'importance d'une production industrielle locale forte pour principalement nos secteurs, justement, nos filières essentielles. Donc, pour la première fois depuis plusieurs générations, on a pris conscience de manière plus sociétale de la valeur collective d'avoir des capacités de production industrielle ici, chez nous, pour des filières critiques. Donc, c'est une réalisation qu'on a faite, puis on a réalisé les plus évidentes, c'est sûr. Les premières qui sont venues le 14 mars, le lendemain matin du confinement, la santé, l'alimentation, c'est sûr que c'est les premières qui sont ressorties. Mais on a réalisé, nous, dans notre étude, qu'il y en avait plus que ça. Et dans celle qu'on a identifiée de plus, bien, la filière des textiles techniques a été quelque chose qu'on a regardé de près, puis que c'est pas tout le monde qui s'est penché là-dessus, puis c'est pas tout le monde qui le réalise à quel point c'est essentiel. C'est sûr qu'ici, autour de la table virtuelle, disons que vous l'avez remarqué, vous le saviez depuis longtemps, mais c'est pas tous les Québécoises, Québécois, ni les décideurs, ni les leaders d'opinion qui le savaient. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on a trouvé très important d'identifier ces filières-là et de les faire valoir dans notre étude. Donc, on sait qu'il y a de nombreuses opportunités d'investissement pour le Québec qui touchent plusieurs de ces industries-là, des industries d'avenir, si on sait les appuyer, nos industries, si on sait les supporter puis leur donner le rôle stratégique qu'ils méritent. Le potentiel de nos nouvelles activités économiques, par contre, est pour certains théorique. Donc, il est latent.
on a des belles opportunités, mais tant qu'on ne les active pas, tant qu'on ne prend pas les leviers, puis qu'on ne lui donne pas la bonne impulsion, ça demeure des opportunités qui ne seront que purement théoriques et qui vont avoir un bon potentiel, mais inexploités. C'est la réalité sur laquelle on base notre étude. Donc, il y a plusieurs vulnérabilités, justement, qui nous empêchent de profiter pleinement de ces opportunités-là. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a bâti l'étude, en identifiant les vulnérabilités, que ce soit les marchés publics, que ce soit des enjeux au niveau des chaînes de production, que ce soit toutes sortes d'enjeux à travers toute l'entièreté des parties prenantes. On a identifié ces réalités-là, ces vulnérabilités-là, puis on a essayé de trouver des pistes de solutions pour tous les secteurs de manière transversale, mais pour certains secteurs également plus spécifiquement, pour développer une genre de boîte à outils, si on veut, avec des stratégies de relance pour l'économie en fonction principalement d'un objectif d'avoir une économie forte, mais surtout qui est résiliente. C'est dans ce contexte-là qu'on vous présente cette étude-là aujourd'hui. Puis justement, par rapport à ça, l'étude n'aurait pas été rendue possible sans nos commanditaires, que ce soit nos commanditaires Desjardins, DEC et FCCQ, mais aussi nos commanditaires sectoriels, dont principalement Technitextile, qui était également un collaborateur de premier plan dans notre étude, et on les remercie, on remercie tous nos partenaires dans ça. Maintenant, je t'amènerai vers ces fameuses 10 filières d'avenir-là. Notre étude, ce qu'elle propose, c'est 120, plus ou moins 120 gisements d'opportunités d'investissement pour lesquels le Québec dispose déjà, en grande partie du moins, du savoir-faire, des compétences, des expertises et même pour certains, d'avantages comparatifs pour la réalisation de ces opportunités-là, ces gisements d'opportunités-là. Ces 120 gisements d'opportunités-là sont divisés dans les 10 filières d'avenir dans toutes les régions du Québec. Les 10 filières d'avenir, c'est celles que vous voyez. Il y en a qui sont plus sectorielles, il y en a d'autres qui sont plus transversales. Quand on parle de filière transversale, on parle par exemple de la filière électronique. Il y en a même dans notre brosse à dents de l'électronique. Donc ça, c'est à travers toutes les filières du Québec. La métallique et l'aluminium, l'énergétique, mais aussi, exemple, le textile. Une filière qui touche à tout, qui touche à la construction, qui va toucher à différentes autres filières comme le biomédical, le chimique et ainsi de suite. Donc, la filière textile technique touche à travers toutes les autres filières, a un impact sur plusieurs autres filières. Et ça, c'est une réalité qu'on trouvait importante de faire valoir. Puis, il y en a d'autres, naturellement, qui sont un petit peu plus verticales, comme le biomédical, justement, l'agroalimentaire, les matériels de transport, donc qui sont beaucoup plus des verticaux. Dans tous les cas, ces filières-là ont un développement et une croissance au Québec qui doivent être encouragées et accompagnées de près, étant donné qu'on a un potentiel important pour la relance économique en se fondant sur ces 10 filières-là. On ne prétend pas que c'est une liste qui est exhaustive. Il y a d'autres filières qui sont sans aucun doute à fort potentiel et des filières d'avenir, mais c'est sur celles-ci qu'on a jugé bon de miser notre étude et de développer nos stratégies en fonction de ça. Notre étude, elle offre également, naturellement, vous allez le voir en cours de route, 5 pistes de solutions qui constituent surtout des points de départ des actions à entreprendre et une nouvelle source de données statistiques pour suivre le dynamisme de nos chaînes industrielles au courant des prochains mois. Donc ça, vous allez le voir dans les prochaines étapes, justement, et c'est Jean qui va pouvoir nous présenter cette réflexion-là. Notre étude, la méthodologie, c'est pas compliqué. On avait 2 objectifs en tête. Un, alimenter la préparation de stratégies de relance de grandes filières industrielles des régions québécoises. Et 2, repérer les secteurs industriels québécois qui offraient des occasions favorables ou encore qui étaient vulnérables ou menacés. Donc, dans cette approche-là, on a utilisé 3 étapes. Un, une phase un petit peu plus micro, statistique, un petit peu plus systématique, disons, même si ce n'est pas un mot qui justifie et qui démontre toute l'ampleur du travail qui a été réalisé, mais une approche qui était plus axée sur des statistiques économiques. Et ça, Jean va pouvoir nous en parler un petit peu plus tantôt. La deuxième étape, c'est qu'on a parlé à des gens. Il n'y a personne de mieux placé pour que des gens dans les écosystèmes, dans ces filières-là, pour nous dire c'est quoi les réalités, puis nous permettre de développer notre argumentaire, notre stratégie sur chacun de ces secteurs-là, que justement des gens qui sont dans les filières, donc dans des entreprises, entre autres. Peut-être même certains d'entre vous qui êtes ici autour de la table qui avaient pu contribuer. Et la troisième étape, c'est qu'on a défini finalement avec tout ça des playbooks sectoriels. Quand on parle de playbook, c'est vraiment un peu l'histoire de chacune de ces filières-là d'un point de vue économique et d'un point de vue des opportunités, des pistes de solutions spécifiques et ainsi de suite. On a pu identifier les vulnérabilités qui étaient transversales à l'intégralité des 10 filières et également des pistes de solutions qui étaient transversales pour répondre à ces vulnérabilités-là. Et donc, ça, c'est ce qu'on va vous présenter
aujourd'hui. Maintenant, quelques leçons de la crise, simplement pour en prendre deux ou trois. Vous voyez les grands titres à l'écran, mais pour en prendre deux ou trois, c'est certain que la mouvance vers la déglobalisation va être quelque chose d'assez important. On a vécu une dépendance excessive sur des approvisionnements en provenance de l'étranger. Et pour plusieurs pays, cette autonomie nationale-là face à certains produits ou composants ou services essentiels a pris une nouvelle importance dans la crise. Puis on va voir un shift, disons, des dépenses, autant des entreprises que des gouvernements, pour essayer d'avoir un dérisquage de nos chaînes de valeur et un dérisquage de nos chaînes d'approvisionnement. La diversité de nos exportations a été largement, et de nos exportations, mais aussi de nos importations, a été largement challengée durant la crise. On a réalisé qu'on avait une certaine concentration de nos exports et de nos imports pour certains produits critiques, et ça nous a amené des enjeux assez problématiques dans les perturbations qu'on a vécues. Donc ça, cette réalité-là, définitivement, c'est quelque chose qui va avoir un effet majeur. La grande tendance just in time qui a été mise au défi, qui est maintenant plus au profit du just in case. Donc, on voit un avènement du just in case, et ça, cette réalité-là devrait perdurer avec une posture beaucoup plus préventive des entreprises. Et finalement, toute la notion de manque de maturité technologique qui va avoir été un déclencheur de bien des enjeux, mais aussi une piste de solution ou la lumière au bout du tunnel pour plusieurs entreprises qui auront su le mettre à profit rapidement ou qui l'avaient déjà mis dans le passé. Donc, toute la transformation technologique, transformation numérique qui va avoir eu des effets sur toute la chaîne dans différents secteurs d'activité. Donc, pour bien saisir toute la portée de ces opportunités-là qu'on s'apprête à vous présenter, on doit commencer par comprendre d'où proviennent les vulnérabilités, et je vais laisser Jean nous présenter cette partie-là. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Je commence à pic. On a désindustrialisé l'économie, on a désindustrialisé les mentalités, et maintenant, bien, on en paye le prix. Donc oui, tout le monde au Québec veut une économie propre, une économie de service, évidemment, sauf qu'en est-il quand notre sécurité économique est moins sûre que celle qu'on le pensait. Fait que de vulnérabilité donc, nous mène à l'approvisionnement, à la slide suivante, à l'approvisionnement international, donc les enjeux liés à l'approvisionnement basés uniquement sur le coût. Donc là, on est frappé parce qu'on peut appeler une double vulnérabilité. Vulnérabilité donc complètement à droite, d'accord, qui est causée donc bien évidemment de façon très visible par des ruptures de l'approvisionnement international. Mais n'oublions pas que complètement à gauche, il y avait la vulnérabilité qui avait été amenée par la déstructuration industrielle, les pertes industrielles, pertes de savoir-faire, de capacités productives. Donc, à la rigueur, ça pouvait aller sur le plan collectif quand on était assuré que l'approvisionnement allait de toute façon être ininterrompu et très compétitif, sauf que voilà que on vient de réaliser que ce n'est plus nécessairement le cas, ce n'est pas nécessairement assuré. Et ça, c'est un choc fondamental, non seulement dans les gens dans le domaine de l'industrie, mais chez n'importe quel citoyen. Je vous dirais que dans l'espace d'une génération, c'est sans doute la première fois que le citoyen commence à réaliser l'importance d'une production locale. Donc, cela ne nous amène pas nécessairement, on n'est surtout pas dans un modèle de repli, nationalisme, d'autarcie économique, etc. On ne peut pas se le permettre, on est condamné à être une nation exportatrice. Mais est-ce que ce mouvement donc, de délocalisation au moins 10 ans, autrement dit à celui qui offre toujours le moins cher, est-ce qu'il est sain pour une économie comme la nôtre? Bien là, maintenant, la réponse est claire et maintenant comprise par l'homme, par la personne ordinaire au Québec. Sauf qu'évidemment, trouver la solution de remplacement, elle n'est pas simple. Donc, il y a des cas où ça l'est. Les gens ont toujours été frappés. J'aime bien par vous savez, on est passé, les entreprises qui produisaient du gin, ils sont passés au gel pour les mains. D'accord, ils ont réussi à le faire en 6 semaines, très bien, mais vous savez bien que pour la majorité des autres produits, ce n'est pas aussi simple, pas aussi rapide. Donc là, il y a des éléments donc, de reconfiguration, de nouvelles stratégies d'approvisionnement qui doivent se penser. Qui doivent se penser pour l'avenir, mais à nouveau, c'est pas si simple. Et puis, c'est sûr aussi qu'on ne peut pas tout rapatrier comme production. On est condamné à demeurer, on ne peut pas se permettre
ne pas être une nation exportatrice. Donc, exportatrice, le mot est lancé. Ça nous emmène vers la slide suivante, celle des exportations, également des investissements. Donc, c'est deux indicateurs qu'on a suivis de près au cours des derniers mois. Deux indicateurs qui nous permettent de mesurer donc la vigueur, la compétitivité de nos différentes filières et quand on les additionne à niveau global pour l'industrie québécoise. Donc, l'exportation et l'investissement, comme on le sait, c'est deux composantes importantes du PIB. Donc, on peut voir ainsi, lorsqu'on se compare à 2019, vous savez, on a travaillé avec Deloitte il y a quelques années pour faire une étude sur les potentiels liés à la substitution d'importation. Et on avait fait une analyse donc, sur les tendances structurelles, 5 ans et 10 ans, etc. Là, ces éléments historiques n'ont plus de pertinence. Ce qui fait que c'est vraiment, on se compare avant et après le confinement, si je peux dire, avant et après, donc 2020-2019. Donc, on se compare comment le niveau d'exportation, comme le niveau d'investissement se compare par rapport à 2019. Et là, on voit quand pour les exportations, depuis le confinement, globalement, on est à près de 20%, environ 80% du niveau de 2019, et un effondrement sur le plan des investissements au Québec. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais tout le monde a souffert, sans doute partout pareil. La réponse est non. Le reste du monde, les indicateurs qu'on a ont chuté beaucoup, mais de l'ordre de 50%, pas de 36%. Et non seulement cela, mais il y a également de grands investissements qui continuent à se faire et à être annoncés ailleurs dans le monde, et pas plus loin que de l'autre côté de la frontière. Vous savez que pendant qu'il y avait un joli discours, vous savez, sur l'économie verte au Québec il y a donc quelques semaines, on se disait que le Québec est à l'avant-garde du développement durable, etc. Sauf que pendant ce temps-là, l'Ontario annonçait près de 3 milliards d'investissements dans les véhicules hybrides et électriques. Donc, simplement pour dire que cette vigueur, le sous-investissement québécois n'est pas, comment est-ce que je pourrais dire, est réel en termes absolus et relatifs. On est en arrière et donc toute la discussion qu'on va voir plus loin dans cette discussion concerne effectivement les nouveaux investissements, les gisements d'investissement qu'il nous faut redémarrer. Alors, peut-être un élément encore sur l'investissement. Je mentionnais que c'est une composante du PIB, comme les exportations, c'est vrai, mais c'est plus encore. L'investissement, qu'est-ce que c'est? C'est comment est-ce que je pourrais dire? C'est le signe de la compétitivité de demain. Si on n'investit pas aujourd'hui, ben forcément, on a moins de chances d'être dans la course dans l'avenir. C'est donc un indicateur qui est très intéressant à suivre de près. Donc, ça, c'est le portrait macro. Si on y va au niveau micro, donc là, on a pour la slide suivante, on a fait l'analyse au niveau des différentes filières, donc incluant le textile, comme vous pouvez voir. Grosso modo, on a établi pour chacune d'entre elles un indice de résilience, un indice de résilience avec un code de couleur qui reprend 4 composantes, 2 qui sont liées à l'exportation internationale et plus spécifiquement aux États-Unis. Évidemment, les États-Unis qui font à peu près 70% de notre marché d'exportation. On suit les nouveaux investissements qui sont annoncés, que ce soit pour des nouveaux établissements, des modernisations, des expansions. Et finalement, un indice sur l'évolution du contenu québécois. Autrement dit, de façon très simple, l'évolution de la balance commerciale. Donc, c'est là où on arrive à voir effectivement comment les filières se distinguent. Donc là, on voit par exemple l'agroalimentaire, c'est extrêmement bien tiré d'affaire, et en partie d'ailleurs avec le contenu québécois. C'est là où on a observé le plus grand, comment je pourrais dire, la plus grande tendance en termes de baisse des importations, je dis bien, et même d'augmentation des exportations. Ce qui fait que de ce côté-là, il y a un mouvement, tout à l'heure, Antoine employait le terme sociétal, ben, c'est bel et bien sociétal. Il y a eu un mouvement collectif au Québec, il faut qu'on achète local. Malheureusement, ça ne se traduit pas en tout le temps de façon aussi manifeste dans les autres secteurs. Biomédical, c'est assez bien tiré d'affaire également. Construction, les voyants sont au vert absolument partout. Donc là, c'est manifeste, c'est profond.
Et également, je crois que c'est, je ne le vois pas avec mon écran, mais je crois que c'est la chimie tout en bas qui s'est également bien tirée d'affaire. Le textile a plus de difficultés, comme vous le voyez bien. Sur les exportations, pas si mal pour les États-Unis, moins fort sur le reste du monde. Par contre, contenu québécois, les importations continuent à rentrer. On ne voit pas l'intérêt d'acheter le local, ou tout au moins ça ne paraît pas dans les indicateurs, dans les statistiques. Et on ne voit pas également de signes significatifs de relance d'investissement en termes de nouvelles immobilisations, de nouvelles capacités productives ou même de modernisation, d'expansion de capacités productives. Donc, c'est le portrait qu'on a en date du mois d'août. C'est sûr, c'est un profil qui est un portrait qui change donc d'un mois ou d'un trimestre à l'autre, et on espère effectivement pouvoir faire les mises à jour au cours des prochains mois. On remarquait d'ailleurs récemment, on a regardé nos statistiques récemment pour le mois de septembre et octobre, et on voit qu'il y a eu une amélioration, incluant pour le secteur du textile, soit dit en passant. Donc, ce que vous voyez là n'est pas un portrait statique, c'est un portrait qui bouge, et ces indicateurs, effectivement, permettent de voir le dynamisme de chacune de ces filières. Sur le plan régional, on va aller très vite. On s'est dit que vous avez peut-être assez d'entendre parler des codes de couleur dans les régions, à la slide suivante. Donc là, on voit un peu comment l'investissement a l'air un peu de se recentrer vers les parties plus urbaines. On voit les régions manufacturières, urbaines, ressources. Donc, on voit comment donc, les annonces de nouveaux projets industriels se déploient au cours des derniers mois, et on voit que donc les régions urbaines semblent prendre une place plus importante. Maintenant, est-ce que c'est structurel, est-ce que c'est significatif? C'est trop tôt pour le dire. C'est certainement quelque chose qui est à suivre. Bien, maintenant, on va passer au niveau des opportunités. Donc, le mot opportunité, investissement, donc j'ai lourdement insisté donc, sur le sous-investissement du Québec. Donc, évidemment, l'image miroir, il faut qu'on le relance, sauf que ce n'est pas simplement en identifiant les opportunités qu'elles vont se matérialiser. Elles sont latentes, ce sont des gisements, et autant il y a des opportunités, autant il y a des obstacles qui sont parfois structurels auxquels il importe de pouvoir faire face pour les mettre de l'avant. Bien. À l'étape suivante, c'est peut-être la slide la plus difficile, c'est celle de nos plus ou moins 120 opportunités. Celle sur le textile, Antoine va les aborder plus en détail tout à l'heure. Donc, je ne vais pas en parler davantage au moment où on se parle. Je préfère vous en parler avec la slide suivante, qui montre davantage de quoi on parle lorsqu'on parle de reconfiguration de chaînes industrielles. Donc, vous voyez à gauche, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus intéressant que le simple reshoring. Reshoring est un terme avec lequel j'ai beaucoup de mal parce qu'on est passé, on ne parle plus de l'époque, on dit j'ai exporté, j'ai délocalisé le produit A et je vais maintenant le réimporter ici, en réimporter la fabrication. C'est une vue qui est simpliste et dépourvue d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'on est davantage dans un monde où le produit qu'on avait délocalisé maintenant peut être refabriqué, mais comment est-ce que je pourrais dire, de façon radicalement différente et en incorporant des éléments de transition énergétique, de recyclabilité, en incorporant des nouveaux matériaux, des éléments de numérisation, de puces par exemple, de personnalisation de la production. Donc le produit qu'on a délocalisé en Chine ou en Asie il y a 20 ans et qu'on peut théoriquement rapatrié, on n'est pas dans cet ordre-là. On est l'ordre vraiment de l'innovation pour identifier un produit qui va pouvoir accomplir la même fonction, mais de façon radicalement différente, qui s'appuie sur une capacité d'innovation qu'on a au Québec et qui ne se mesure pas, dont l'attrait ne va pas se mesurer par le prix le plus bas. Donc ça, c'est un élément qui est fondamental de mentionner. Je vais avoir l'occasion d'y revenir, peut-être avec 2 ou 3 exemples, peut-être si tu actives la colonne de droite. Merci. Donc, peut-être 2 ou 3 exemples que je voudrais pouvoir donner. Un dans l'alimentaire, puis un où je vais apporter un élément qui est peut-être plus proche du textile.
Un, dans le domaine, par exemple, des produits frais. On aime tous nos petits fruits, nos bleuets, nos framboises, etc. Et évidemment, ben, les saisons étant telles quelles, ben, évidemment, pour avoir des produits frais, ben, il faut les importer. Mais est-ce que c'est vraiment frais? Non, parce que si on fait la surgélation, on est capable de garder la fraîcheur d'un produit, toute la richesse de son goût et de ses qualités nutritives grâce à la surgélation. Et il existe des produits surgelés sur le marché. Et si vous voulez en avoir dans des fruits surgelés pour votre petit déjeuner demain matin, plutôt que d'acheter des fraises, des framboises de Californie ou du Chili qui ne goûtent rien, vous pouvez en acheter des surgelés. Sauf que vous savez, elles sont importées. Les bleuets sont importés, bleuets surgelés. Alors, cherchez l'erreur. Donc, autre élément qui est plus près donc, du domaine du textile, et là j'arrive effectivement aux équipements de protection individuelle, et si on se ramasse donc complètement en bas à gauche, les produits de substitution. Vous savez, on est dans un monde, dans le domaine, si je restreins mon exemple au domaine hospitalier, on est dans le monde j'ai en terme le tout à la poubelle, mais je crois que le terme le plus poli, c'est usage unique. Voilà, il y a les produits à usage unique. Et pourtant, il y a 50 ans, il n'y avait pas d'usage unique. On réutilisait et on stérilisait, la bonne vieille stérilisation. Donc, évidemment, les produits coûtent plus cher à l'achat, mais évidemment, plus cher dans la durée. Sauf que, vous le savez comme moi, ce n'est pas quelque chose qui va se produire du jour au lendemain. On a le plus bas soumissionnaire qui continue de sévir. Le système d'achat n'est certainement pas orienté vers l'innovation, encore moins vers les éléments de développement durable. Donc, voyez en quoi ces opportunités qui sont là doivent être qualifiées de gisements d'opportunités. Et c'est pour ça, dans le reste de notre présentation, on va beaucoup s'attarder effectivement sur les obstacles structurels à cette valorisation d'opportunités. Bien. Peut-être un élément que je voudrais mentionner, c'est la chose suivante. Quels sont les obstacles au niveau des entreprises? Quels sont les obstacles au niveau des entreprises? Là, on a mentionné les opportunités, mais la valorisation de ces opportunités fait face à des crises au niveau des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, et soit dit en passant, qu'elles aient été frappées par la crise directement ou pas. Donc, dans un premier cas, il y a la vulnérabilité de la chaîne manufacturière, donc sans surprise. Tu peux activer comme les animations, Antoine, merci. Donc, la vulnérabilité de la chaîne manufacturière sans surprise, donc les retards continuent à être remarquables dans plusieurs cas. Peut-être l'élément qui est très fort, la déstructuration du secteur privé. Autrement dit, la déstructuration de la demande, les déplacements de la demande. Là-dessus, vous savez, il y a des gens qui disent on est presque revenu à la normale en termes d'activité. Ça ne pourrait être plus loin de la réalité. La demande comment est-ce que je pourrais dire? La demande s'est déplacée, elle n'est plus la même, et surtout, il y a chez les entreprises, même si elles n'ont pas été affectées directement, la prise de conscience du risque potentiellement ruineux qu'elles ont si leur approvisionnement est compromis ou si les marchés qu'elles jugeaient, mon Dieu, écrits dans le ciel, si je peux dire, ou taillés dans le béton, ça demeure pour moi beaucoup moins sûr et robuste qu'on ne pensait. Donc, la demande n'est plus au rendez-vous, la demande se déplace. Le secteur public n'arrive pas à jouer son rôle sur le plan de stimulation économique. Stimulation financière, oui. Stimulation économique, non. Beaucoup de difficultés à utiliser les leviers dans l'approvisionnement public. Et pendant ce temps-là, les entreprises, qu'elles aient été frappées par la crise directement ou pas, sentent qu'elles doivent réorienter leurs activités, réorienter leur stratégie pour faire face aux nouvelles crises possibles, aux nouvelles opportunités. Sauf que pendant ce temps-là, il y a une crise sur les lignes de production. Dans plusieurs cas, il faut réinsérer des crises de protocoles sur les protocoles sanitaires. La pénurie de la main-d'œuvre n'a pas disparu et parfois l'automatisation pour effectivement être capable d'avoir une production à plus bas coût, parce qu'il y a plusieurs entreprises au Québec qui se disent il faut que j'achète local. Mais quand ils achètent local, ils se disent ouais, mais les gars, vous êtes vraiment encore un peu chers, vous savez. Fait que là, elles sont pas encore, beaucoup des entreprises ne sont pas encore, comment je pourrais dire, aussi efficaces qu'elles le pourraient sur le plan de
de l'automatisation, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pendant ce temps-là, retour du rouge dans les bilans. Ce n'est pas toujours apparent dans la mesure où il y a des aides financières, des opportunités à court terme qu'on a pu profiter, mais il y a une grande instabilité dans les bilans, des nécessités de réinvestissement, mais est-ce qu'on peut effectivement est-ce qu'on peut se le permettre? Donc là, vous voyez tout ce nœud de difficultés que vivent les entreprises. Donc, même si ce sont des éléments qui sont, entre guillemets, mutuellement exclusifs, vous voyez qu'elles sont tous reliés et qu'elles entraînent, en fin de compte, des difficultés, des risques, des enjeux pour les réinvestissements qui seraient requis et pour les relances ou les restructurations qui seraient requis. À ces 5 vulnérabilités correspondent 5 grandes pistes de solutions. Si on passe à la slide suivante. Donc, si on parlait de la vulnérabilité de la chaîne manufacturière, avec la slide suivante, donc bien évidemment, il faut dérisquer les chaînes manufacturières, ce qu'on voit bien au milieu. Mais en même temps, je vais aller assez vite parce que je me rends compte que le temps passe. Peut-être que ce qui nous a plus surpris dans notre rencontre avec les entreprises, on se dit qu'on a discuté avec une centaine d'entre elles, c'est que plusieurs des entreprises nous ont dit d'être vraiment beaucoup plus mobilisées, d'être mobilisées pour le développement durable. Je vous mentionnais tout à l'heure la nécessité de se réorienter sur le plan stratégique, et c'est là où les entreprises voient les futures réductions de coûts ou potentiel d'affaires. Et ce n'était pas un discours de communication publique. Nous ne parlions pas à des gens de communication, nous parlions à des directeurs des opérations, directeurs de l'approvisionnement, directeurs des ventes. Et chacun à leur façon nous le disait, avec leur perspective, de façon très concrète, très pragmatique. Je dois réduire mon gaspillage, je dois valoriser mes rejets. Je peux participer, je peux partager tel actif avec telle autre entreprise. Je vois tel marché qui s'ouvre dans le domaine du bâtiment vert ou du transport collectif. Je vois des éléments d'efficacité énergétique où je ne suis pas allé aussi loin. Je vois que je pourrais passer un nouveau financement de mes actifs dans le registre de développement durable, de conversion de la flotte aux véhicules électriques. Donc, ce n'est pas un discours vert qu'ils ont, mais bel et bien des intentions durables qui nous ont complètement frappés et qui étaient spontanées, qui venaient des entreprises. Et ce à quoi ne répond pas à gauche, si on regarde complètement à gauche, le leadership de l'État. L'État n'est pas là. Donc oui, il y a une capacité d'achat extraordinaire, mais qui ne valorise pas l'innovation, qui irait avec cette réorientation des entreprises vers le développement durable. Il n'est pas orienté vers la valorisation de l'innovation, il n'est pas orienté vers, par exemple, le coût total de possession qui peut aller de pair avec l'achat de produits innovatifs. Si on parle tout à l'heure de mes équipements de protection individuelle, ben c'est clair que les marchés publics actuellement sont peu orientés pour favoriser ce genre d'éléments. Mon Dieu, il y aura encore beaucoup à dire, mais je crois que le reste, c'est Antoine qui peut continuer sur comment on va au-delà maintenant. Oui, merci Jean pour la présentation des principaux contenus de l'étude. Et maintenant, pour compléter, donc, parler un petit peu plus de la filière québécoise textile technique dans la nouvelle réalité COVID-19. Donc, cette nouvelle réalité-là, premièrement, qu'est-ce qu'elle incluait la filière textile technique dans notre réflexion? On disait ça comprend les fibres textiles, les produits textiles et l'habillement, à l'exception des produits associés à la filière biomédicale, exemple les blouses, les masques et ainsi de suite. Et ça comprend également les produits associés à la production, par exemple, machines à coudre, aiguilles et ainsi de suite. Donc, tout de suite en partant, ce qu'on peut lire dans ça, c'est qu'on échappe de manière volontaire, sélective, certains produits à très fort potentiel actuellement. Donc, pour des fins statistiques, c'était des choix qui étaient importants à faire pour garder la notion mutuellement exclusive des filières. Mais ça démontre aussi qu'il y a une raison pourquoi l'indice de résilience, il est au rouge actuellement, puis Jean en a déjà parlé un petit peu. C'est toute la notion que, finalement, la filière textile en général a des chiffres qui ne sont pas nécessairement les plus attrayants et les plus positifs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a une filière textile technique spécifiquement qui, elle, est un peu la lumière au bout du tunnel. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, que
l'indice de résilience au rouge, finalement, ben, une chance qu'on a la filière textile technique parce que sinon, ça resterait au rouge longtemps, mais on a espoir qu'avec une filière forte comme celle-ci, on va être en mesure de relever l'indice de résilience et de ramener l'importance stratégique de cette filière-là critique au Québec. Donc, si on regarde un petit peu la notion des grands messages, des grandes tendances, au niveau de la filière textile. La première chose à savoir, c'est qu'il y a une transversalité majeure de cette filière-là à travers tout le reste de l'économie. Quand on parle de l'automobile, la construction, le biomédical, la santé, le militaire, les mines, l'agriculture, l'environnement et ainsi de suite, on voit une hausse des demandes et des intérêts dans ces diverses filières-là. Et cet avènement-là d'une certaine demande croissante dans ces filières-là, que ce soit pour des équipements plus de nature technique sur le terrain, que ce soit pour des produits plus en construction, que ce soit pour des EPI en santé comme hors santé, tout style de textile technique, il y a un intérêt croissant pour cette filière-là. Ce qu'on en entend dans l'industrie, ce qui amène une vague organique d'intérêt, donc une vague organique de croissance qui risque de se développer dans les prochains mois, prochaines années, même que c'est déjà commencé. Donc, cette réalité-là, pour nous, est très positive au niveau de la filière. La deuxième chose à savoir en ce qui nous concerne, c'est tous les nouveaux besoins qui peuvent découler. Exemple, les changements climatiques qui risquent, entre autres, d'avoir des impacts sur la protection des berges, par exemple, ou avoir d'autres incidences sur les infrastructures qui pourraient impacter la filière. Donc, cette réalité-là, ou encore l'avènement de nouveaux produits innovants comme les vêtements intelligents, le sustainable clothing et d'autres choses comme ça, l'avènement de ces nouveaux besoins-là ou ces nouvelles réalités-là, encore une fois, devrait driver une certaine croissance organique de la filière, ce qui est, encore une fois, très positif pour nous. La troisième chose à dire, c'est toute la force de versatilité, d'agilité et de capacité d'innovation de la filière. Ça, c'est le troisième message de notre réalité au niveau de la filière textile technique. C'est cette capacité-là à pouvoir innover rapidement, adapter rapidement les productions pour des nouveaux besoins critiques. Et on l'a vu durant la crise et on le voit encore aujourd'hui. Par contre, on ne se cachera pas, comme quatrième chose, qu'il y a des freins, il y a des enjeux, il y a des éléments problématiques qui sont pour certains transversaux. Exemple, tous les éléments que Jean a déjà mentionnés plus tôt, ou pour d'autres qui sont plus spécifiques à notre réalité. Exemple, sur les marchés mondiaux, la fermeture du marché américain de la défense là, avec le fameux Berry Amendment, cette réalité-là est un frein au développement de notre filière. C'est certain que ça va avoir certains impacts. Les matières premières, autant fibres que tissus, qui sont majoritairement issues de l'Asie à des coûts moindres, mais c'est certain que ça crée une certaine iniquité dans le marché, un certain déséquilibre dans le marché qui ralentit les intentions de développement ou qui ralentissent les investissements ou le développement de la filière. Il y a d'autres choses qu'on entend au niveau des législations environnementales qui sont plus sévères au Canada qu'ailleurs, qui fait en sorte que, ailleurs pour les produits locaux, qui fait en sorte que certaines importations de produits concurrents, particulièrement en Asie, issus de l'Asie, qui sont plus faciles à importer qu'à produire localement. Des instances gouvernementales qui considèrent peu la matière première, par exemple le fil, comme un intrant d'achat local dans le calcul du pourcentage de produits locaux. Les tendances des responsables d'approvisionnement de prescrire des marques de commerce connues comme le Gore-Tex, Dupont et des choses comme ça, plutôt que des spécifications techniques qui, encore une fois, viennent nous désavantager. L'absence de certains incitatifs gouvernementaux qui visent à s'approvisionner auprès de manufacturiers canadiens de matières premières, qui favorisent que les entreprises de confection de la filière textile technique, également. Et d'autres réalités comme la perte progressive de nos connaissances techniques en matière de textile et, entre autres, la notion de délaissement des capacités de la formation technique dans le domaine textile. Donc, il y a plusieurs éléments de réalité qui freinent ou qui nous impactent dans la filière textile technique, qui font en sorte que c'est plus difficile de prendre un momentum et de développer rapidement notre filière et d'être pris au sérieux sur les marchés mondiaux. Donc ça, cette réalité-là, c'est certain que ce n'est pas évident.
Puis il y en a d'autres comme la croissance du matériel jetable ou à usage unique, comme le disait Jean un petit peu plus tôt, ou encore une fois, le délaissement de la filière par les gouvernements face à la réalité que la chaîne manufacturière s'est adaptée et a émergé pendant la pandémie, mais finalement, on l'a rapidement délaissé quand on a réussi à soutenir notre production de d'autres façons au niveau des EPI médicaux, entre autres. Cette réalité-là, c'est certain qu'elle n'est pas aidante. Mais du même souffle, on sait également qu'on a une occasion unique pour la filière de se spécialiser et d'avoir une niche, un positionnement de niche pour créer des produits à très forte valeur ajoutée. C'est une occasion unique, comme cinquième et dernier point, pour mettre de l'avant toutes les capacités, toutes les compétences de la filière dans notre économie québécoise et de démontrer toute l'importance et la valeur ajoutée que peut avoir cette filière-là. Donc, il y a une multitude d'opportunités plus spécifiques dans les gisements d'opportunités qui sont issus des points que je viens de mentionner. Et puis, il y en a même d'autres qui découlent de ça, que ce soit les géotextiles, les autres pays hors santé, hors militaire, les textiles techniques dans tous les domaines d'activité, des applications dans les milieux industriels, de construction et d'autres, avec des tuyaux en matière textile, des filtres, des substrats pour les courroies, des fibres de verre renforcées. Il y en a une multitude d'opportunités fort intéressantes, mais c'est certain qu'on ne se cachera pas que la filière fait face à des freins et des enjeux qui sont assez difficiles à adresser, entre autres sur la notion de marché public. Ça, c'est certain que c'est un enjeu qui a été jugé là, très corrélé avec cette filière-là. Mais il en demeure pas moins qu'on a un alignement majeur avec principalement 3 des pistes de solutions transversales que Jean a présentées plus tôt. Premièrement, la notion des marchés publics. Deuxièmement, la mobilisation sur le développement durable. Troisièmement, dérisquer les chaînes logistiques. On voit que pour la filière technique, c'est les 3 principales pistes de solutions transversales qui ont été identifiées et qui seraient pertinentes à adresser. Maintenant, outre ces 3-là, il y a quelques pistes un petit peu plus spécifiques à la filière qui ont également été identifiées. Entre autres, le fait que les gouvernements devraient s'inspirer des mesures qui ont été implantées par le fédéral pour protéger le secteur de la défense, pour assurer la pérennité du marché des EPI québécois. Donc, il y a cette réalité-là. La deuxième, c'est la prise de position claire des instances publiques en faveur de l'approvisionnement local lié à la filière du textile technique. La troisième, c'est la visibilité de l'industrie textile canadienne auprès de l'écosystème d'affaires et politique. Et la quatrième, c'est la sensibilisation et l'éducation des prescripteurs aux innovations et aux nouveaux matériaux. C'est important que les prescripteurs soient conscients des réalités des innovations, qu'ils soient capables de les introduire dans les appels d'offres et dans tous les projets et les investissements. Ça va faire en sorte de changer la donne pour la filière. Maintenant, si on vient un petit peu plus vers la conclusion, vers la résilience, un rôle pour tous, 3 angles dans ça. Il y a un rôle et une posture que doivent prendre les administrations publiques. Même chose pour l'écosystème d'affaires et même chose pour les entreprises. Donc, rapidement, regardez quelques angles là-dessus. Au niveau de la posture des administrations publiques, oser, en général, oser prendre certains risques au niveau de nos filières, au niveau de la relance de l'économie, puis comprendre qu'il y a des initiatives qui ont des bénéfices qui vont largement compenser pour la prise de certains risques. Oser de prendre certains échecs, d'accepter qu'il va y avoir certains échecs en cours de route, mais que ça va faire des industries, des filières qui sont beaucoup plus résilientes, beaucoup plus fortes. Il y a un rôle, une posture de catalyseur de la transformation numérique. Ils doivent soutenir l'innovation par différentes façons, pas juste d'offrir des crédits R&D, mais également en soutenant ou en acceptant l'innovation dans les contrats publics, dans les investissements qu'ils font, dans les stratégies d'approvisionnement, puis de donner une vision et une orientation aux stratégies économiques, puis d'avoir une vision qui est cohérente avec leurs ambitions, puis être cohérent dans leurs actions également au niveau de l'approvisionnement, puis être un leader de la transition durable également. C'est un rôle, une posture du gouvernement. Au niveau de l'écosystème d'affaires, plusieurs éléments, mais pour focaliser sur certains d'entre eux, offrir un soutien neutre à la transition numérique, à droite, le deuxième, un point critique, d'être en mesure d'accompagner les entreprises dans une transition technologique, transition numérique qui est essentielle au succès et à la pérennité de certaines entreprises. Être un agent de changement dans les paradigmes d'approvisionnement des marchés publics, trouver une façon de contribuer puis d'appuyer le gouvernement dans cette transformation-là.
aider dans la transition des institutions financières vers la finance 4.0. L'industrie financière doit également s'adapter aux nouvelles réalités. On ne peut pas financer de la même façon aujourd'hui ce qu'on finançait dans le temps, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Financer un équipement qui va toucher purement la productivité d'une entreprise versus financer la transition numérique qui va aider à la compétitivité globale sur les marchés mondiaux. Ça ne se finance pas de la même façon. Donc, cette réalité-là, elle est critique et également aider à exploiter le modèle circulaire qui est un modèle d'avenir pour notre économie. Et finalement, au niveau des entreprises, la posture que les entreprises doivent prendre, développer leur culture d'innovation, c'est facile à dire si on n'a pas justement l'intégration de cette réflexion-là au niveau des contrats publics. Si on innove, mais qu'on n'a pas l'achat ou la demande qui vient avec, c'est sûr que ça devient difficile, d'où l'importance que chacun doit jouer son rôle à toutes les étapes. S'il y a une des parties qui ne joue pas son rôle, l'autre devient un petit peu plus futile si on en est conscient. De bien équilibrer la vision stratégique avec les capacités ou les réflexions plus tactiques. Oui, il faut avoir une vision stratégique à plus long terme, 3, 5, 7, 10 ans, mais en même temps, il ne faut pas oublier la portée tactique un petit peu plus opérationnelle. C'est l'équilibre entre les deux qui va être la clé. Faire la transition durable, c'est critique. Les entreprises qui vont être en mesure de le faire vont se prémunir de plusieurs risques qui vont survenir dans les prochaines années. Ils vont pouvoir bénéficier des opportunités. Prise de risque, gestion de risque, c'est important de le faire. Prendre des risques, oui, en innovation, mais aussi les gérer dans la gestion des stocks, dans la posture préventive. Justement, posture préventive de l'autre côté, faire la transition vers une fonction finance 4.0 au sein de l'organisation. La transition numérique, la transition technologique, accélérer ça, ça va être essentiel pour se prémunir, encore une fois, d'autres perturbations. Puis les collaborations, tous les partenariats stratégiques vont être au cœur du succès des entreprises pour les prochaines années. En conclusion, on vous l'a dit d'entrée de jeu, le monde a changé en mars 2020. On le sait, ça a été une transformation assez abrupte. Il y a 10 filières d'avenir qui vont être au cœur de la relance économique et le textile technique est définitivement a bien sa place dans cette liste-là select de 10 filières. On doit suivre l'indice de résilience de près pour atteindre le plein potentiel de nos filières. La clé, diversification des exportations, des chaînes d'approvisionnement dérisquées, accélérer les investissements publics et privés et préserver nos filières stratégiques, particulièrement celles qui sont vulnérables. Et il y a un rôle pour tout l'écosystème d'affaires qui doit mettre la main à la pâte pour assurer la reprise économique, une reprise économique dynamique et pérenne. Donc, merci à tous de votre écoute.